Je suis d'abord ravi d'être avec vous dans cette rentrée parce que je pense que la période qui s'ouvre, je l'espère en tout cas, peut être l'occasion de synergie encore plus forte entre le monde de la recherche qui s'est beaucoup densifié aussi en matière d'économie sociale et solidaire et le RTES. La première chose que je dirais, c'est que pourquoi est-ce qu'il y a une actualité renforcée de l'économie sociale et solidaire? Est-ce que vous m'entendez? Parce que moi, je n'entends plus rien. Jean-Louis, on vous entend très bien, on est très attentifs. Par contre, je vais vous D'accord, demander parce que un moi, exercice j'ai un écran noir, donc c'est un Ouais, peu insécurisant. ouais, je Mais comprends, ça doit être je bizarre. continue une fois que vous m'avez rassuré. Juste, s'il vous plaît, il y a pas mal de nouveaux. Est-ce que, sans vouloir vous offenser, vous pourriez vous présenter? Parce que les plus habitués vous connaissent, vous ont lu et vous écoutent depuis longtemps. Mais peut-être que les novices ont D'accord. besoin de Ouais. savoir qui vous êtes. Voilà, je voulais pas trop prendre de temps avec ça, mais je vais quand même prendre un instant. Oui, donc moi je suis chercheur, je suis économiste et sociologue. Je travaille au Conservatoire national des arts et métiers où j'ai créé la chaire économie solidaire. Et puis je travaille aussi au Collège d'études mondiales à la Maison des sciences de l'homme à Paris. Et donc ça fait maintenant euh, trop longtemps presque que je consacre beaucoup de mes recherches au monde associatif et à l'économie sociale et solidaire. Et donc, on essaye, à travers en particulier des recherches internationales, puisque ça se fait avec des réseaux de plusieurs continents, de constituer des ressources pour alimenter la discussion sur l'économie sociale et solidaire. Donc, moi, j'ai fait par exemple un ouvrage qui s'appelle L'économie sociale et solidaire, publié au Seuil, qui veut donner un peu les coordonnées au niveau mondial de ce qu'est l'économie sociale et solidaire aujourd'hui. Et je continue à faire des travaux dans ce domaine et je vais parler un petit peu du dernier travail que l'on vient de terminer qui s'appelle du social business à l'économie solidaire, critique de l'innovation sociale et qui vient de se terminer, avec lequel on a travaillé avec la municipalité de Barcelone et en particulier Joan Subirats, qui est l'un des élus dédiés à ces questions dans la municipalité de Barcelone. Très bien, merci. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une actualité accrue de l'économie sociale et solidaire pour les raisons que vous connaissez fort bien. D'abord, la capacité de réaction associative que l'on a tous constatée dans la période que nous venons de vivre. Le fait qu'il y a également, je crois, un problème inhérent à nos sociétés contemporaines, c'est la difficulté à articuler depuis 2 siècles économie et démocratie. Et je pense que nous sommes dans une période de crise de l'économie dans son ensemble, puisque l'économie dominante est aujourd'hui une économie qui génère des inégalités d'une manière inédite et qui est incapable de résoudre la question de l'environnement. Et donc, je crois que cette économie non délocalisable, cette économie soucieuse de social comme de nature, qu'est l'économie sociale et solidaire, me semble être plus que jamais d'actualité. Par contre, ce que je crois qu'il faut souligner pour ne pas être naïf, c'est qu'il y a aussi un certain nombre de risques qui vont être accrus justement du fait de cette actualité. Et je pense que pour que l'économie sociale et solidaire soit pertinente dans le monde de demain, il convient de bien faire l'analyse aussi des risques qu'elle court et de voir que l'économie sociale et solidaire, s'il a eu tant de mal à s'imposer dans les dernières décennies, c'est aussi parce qu'elle est tentée ou elle est menacée par le risque de banalisation. Et je crois qu'il y a une nouvelle étape qui se met en place dans ce risque de banalisation à travers la vogue que l'on voit aujourd'hui au niveau mondial, même si c'est plus sensible dans certains continents comme l'Asie et l'Amérique du Nord, la vogue de ce que l'on a appelé généralement dans ce langage anglo-saxon qui est le vecteur de cette façon de penser, de ce courant de pensée, le social business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça va prendre de l'ampleur forcément dans les mois et dans les années qui viennent, on nous présente la possibilité qu'il y ait un capitalisme à but social et donc un capitalisme qui soit en mesure de résoudre les problèmes qu'il a engendrés. Et ceci s'articule avec les questions de responsabilité sociale de l'entreprise, de nouvelles formes de philanthropie que l'on appelle venture philanthropie dans les pays anglo-saxons, de nouveaux outils aussi comme les investissements à impact social ou bien les outils de marketing que l'on appelle bas de la pyramide. Donc il y a tout un ensemble
de contribution aujourd'hui qui vise à créer une économie sociale et solidaire qui se réduirait au social business et qui en même temps finalement laisse entendre que l'économie sociale et solidaire traditionnelle est un petit peu dépassée et qu'elle doit se moderniser sous la forme du social business. Donc le livre que j'évoquais, c'est une réaction à ce discours que l'on voit aujourd'hui poindre, alors avec des pondérations diverses, mais poindre dans tous les continents, y compris en Europe. Et ce que l'on a voulu faire, c'est pendant 5 ans essayer de voir au moins sur 3 continents quels sont les résultats de ce social business que l'on nous présente comme la grande promesse d'une économie réconciliée avec la société. Qu'est-ce que ça a donné véritablement sur le terrain ? Et sans détailler, puisque ça l'est dans les différents chapitres de cet ouvrage, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le social business est un gigantesque bluff. C'est-à-dire que s'il occupe beaucoup de tribunes médiatiques, il a une place sur le terrain qui est extrêmement restreinte et qui amène à s'interroger sur la fonction que peut jouer cette référence de plus en plus prégnante au social business. Et l'une des fonctions qui est mise en évidence dans l'ouvrage, c'est l'invisibilisation de tout un ensemble d'autres initiatives et de tout un ensemble d'autres formes qui composent l'économie sociale et solidaire. Donc moi, je pense que pour arriver véritablement à être pertinente dans le monde de demain, l'économie sociale et solidaire doit résister à cette mode du social business pour affirmer au contraire sa singularité et sa différence dans un certain nombre de points concrets et pour mettre bien en évidence et essayer de constituer des politiques qui soient véritablement construites non pas par rapport à ce discours dominant, mais par rapport à la réalité des initiatives de territoire. Et donc, je crois qu'il y a vraiment un scénario qui peut être un scénario d'avenir pour l'économie sociale et solidaire, c'est celui que j'appellerais de la démocratie et de l'économie plurielle, parce que ce qui me semble important dans l'économie sociale et solidaire, c'est qu'elle permet de faire vivre des différences et de ne pas s'inscrire, contrairement au social business, dans un monde uniformisé. Et ça suppose, je pense, de renverser certaines manières de penser habituelles ou certains clichés. D'abord, je crois que sur les territoires, et là aussi, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, il n'y a plus aujourd'hui d'un côté le social et de l'autre côté l'économie, comme on a fait ce partage pendant tout le XXe siècle. Le partage qui est devenu aujourd'hui, me semble-t-il, le partage réel, c'est le partage entre une économie internationalisée qui a rompu par rapport au territoire et qui finalement peut s'implanter là ou ailleurs au gré de ses nécessités, et de l'autre côté, une socio-économie de territoire, c'est-à-dire tout un ensemble d'acteurs que l'on avait classés hier dans le social ou dans l'économie qui a gardé, elle, un lien avec le territoire. On le voit dans de multiples formes de commerce, d'artisanat, de PME. Et c'est autour de cette socio-économie de territoire, beaucoup plus qu'avec les grands groupes comme nous le propose le social business, qu'il peut y avoir des alliances qui soient porteuses d'espoir et de développement pour demain. Je reviens d'un travail avec la CRES Bretagne. Prenons un exemple, une association de 1200 salariés dans le Nord Finistère ne peut pas être considérée aujourd'hui comme un acteur purement du social, même si elle œuvre dans le monde social et médico-social. C'est aussi un acteur économique du territoire et il montre d'ailleurs comment ils peuvent s'articuler à d'autres acteurs économiques de ce même territoire. Donc je crois que l'économie sociale et solidaire doit renforcer ses spécificités. C'est aussi ce que l'on vient de voir dans un travail qui a été fait pour le FONGEP, c'est-à-dire pour les associations d'éducation populaire. On voit aujourd'hui qu'il y a toute une technocratie inspirée par les idées de social business qui s'efforce de vouloir moderniser les associations et en fait qui fait oublier aux associations quels sont leurs véritables points forts. Or, ces points forts, ils sont justement dans des formes renouvelées de bénévolat, de coopération que l'on constate quand l'on va regarder de près le fonctionnement associatif. Il me semble que c'est aussi un des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour que demain, l'économie sociale et solidaire ne se prévale pas de vertu uniquement par ses statuts,
mais que ce soit ses fonctionnements plus délibératifs et plus participatifs qui lui permettent d'être véritablement actrice, non pas dans, je crois, une économie qui soit une économie banalisée, mais au contraire dans une économie qui affiche qu'elle est véritablement là pour améliorer la vie de celles et ceux qui vivent sur les territoires. Il me semble également qu'il y a de nouvelles complémentarités qui sont en train de s'établir entre les statuts habituels de l'économie sociale et solidaire. Je reprendrai l'exemple que je citais à l'instant de cette association de 1200 salariés dans le Nord Finistère qui vient de créer plusieurs sociétés coopératives d'intérêt collectif. Par exemple, en cessant la convention qui le liait à un prestataire extérieur pour la restauration collective et en faisant avec les usagers du restaurant et avec les salariés ainsi qu'avec les producteurs locaux et les collectivités, une société coopérative d'intérêt collectif qui permet aussi de travailler de manière beaucoup plus étroite avec les producteurs locaux dans une optique de circuit court. Donc on voit qu'il y a aujourd'hui une socio-économie de territoire qui est en train de se constituer et qui me semble véritablement la voie prometteuse pour l'économie sociale et solidaire pour que celle-ci puisse vraiment participer à une transition écologique et solidaire et ne soit pas simplement une mode qui va disparaître très vite comme cette économie de la promesse qu'est le social business. Je pense aussi qu'il y a de nouvelles possibilités de dialogue entre les politiques innovantes qui sont menées chez les adhérents du RTES et aussi d'autres collectivités dans d'autres pays. Je prenais l'exemple tout à l'heure de Barcelone, mais plus largement, il y a d'autres exemples qui me semblent intéressants dans ce mouvement que l'on appelle aujourd'hui le municipalisme en Espagne et qui permet une nouvelle dynamique dans le rapport à l'économie sociale et solidaire et dans la construction de politiques publiques avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. J'ai condensé pour que l'on puisse avoir le temps de discuter ce qui me paraît l'essentiel. Aujourd'hui, opportunité nouvelle pour l'économie sociale et solidaire parce que les rapports entre économie et démocratie posent des problèmes inédits, à la fois en matière sociale et écologique. Résistance à une tendance qui serait mortifère pour l'économie sociale et solidaire, c'est son assimilation au social business et au contraire, travaille sur les spécificités d'une socio-économie de territoire qui est la voie d'avenir pour l'économie sociale et solidaire. Bravo, merci Jean-Louis. Je vous invite à formuler éventuellement vos réactions et vos questionnements. Juste pour réagir, ce qui est assez frappant quand on t'écoute, Jean-Louis, notamment sur la description du capitalisme social et du social business, c'est exactement la présentation que m'a fait hier la secrétaire d'État à l'ESS. Elle a utilisé les mots d'investissement, impact social, elle a utilisé ce mot aussi de capitalisme social. Voilà, je t'invite donc à bien vouloir répéter le titre de l'ouvrage que tu as cité, parce que je pense qu'il va falloir qu'on… Si vous voulez, je pense que j'ai résumé à l'extrême. Hein. Je suis prêt à en rediscuter de manière beaucoup plus détaillée, y compris avec l'équipe internationale qui a écrit cet ouvrage, parce que c'est un ouvrage qui est envisagé comme une ressource aussi. Cet ouvrage s'appelle « Du social business à l'économie solidaire », critique de l'innovation sociale, et il essaie de mettre en évidence qu'il va y avoir une tentative d'assimilation entre l'économie sociale et solidaire et le social business qui va s'affirmer dans la période de crise que nous vivons. On en voit déjà des signes précurseurs. Et que ceci risque d'ouvrir la voie qui a été la faiblesse historique de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire sa confusion avec un certain nombre de modes, l'absence de colonne vertébrale, d'identité
identité transformatrice suffisamment affirmée. Donc, il me semble que ce serait une erreur stratégique de s'engouffrer dans ce qui va être proposé effectivement, c'est-à-dire cette identification social business, et au contraire, à travailler sur une économie de la transition dans les territoires, une socio-économie de la transition qui me paraît être la voie d'avenir. Parce que ce qu'on voit, c'est que le social business n'existe pas sur le terrain et que on a beau nous présenter toujours les mêmes exemples Danone, Veolia et quelques autres, quand on voit l'écart entre le discours des promoteurs et des ouvrages qui ont été rédigés par ces promoteurs et la réalité du terrain, je conseille de lire le chapitre d'Isabelle Guérin, qui est le fruit d'une enquête en Inde sur comment les femmes sont instrumentalisées dans les social business et comment on utilise leur travail gratuit. Je crois qu'il faut qu'on sorte de ce récit enchanté qu'on nous présente comme une vision pacifiée et que nous prenions position comme l'économie sociale et solidaire, un choix d'une société au service des territoires et des habitants et des habitantes de ces territoires, et non pas au service de la moralisation d'un certain nombre de grands groupes qui vont avoir besoin d'une relégitimation. Et je pense que ce choix, je le présente de manière un petit peu brutale, parce que je pense que tout ça devrait être beaucoup argumenté, hein, mais je pense qu'il y a de quoi l'argumenter, et je crois que c'est un choix qui va être décisif pour l'identité de l'économie sociale et solidaire dans les 5 ans qui viennent. Merci. On a déjà